La Côte d'Ivoire veut porter son contingent militaire dans la MINUSMA à 600 soldats. Une déclaration faite hier par le président Alassane Ouattara au cours d'une visite de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta à Abidjan. En Tunisie, les premières élections municipales démocratiques ont livré leur verdict. Ces scrutins ont abouti à un renouvellement partiel de la classe politique et à une percée relative du parti islamiste Ennahda. Et puis au Kenya, les équipes de secours continuent de chercher d'éventuels survivants à la catastrophe causée dans la soirée de mercredi par la rupture d'un barrage. Le bilan qui était de 41 morts est passé à plus de 44 morts. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire ambitionne de porter son contingent militaire dans la force de l'ONU au Mali à 600 soldats. C'est ce qu'a déclaré hier le président ivoirien Alassane Ouattara au cours d'un point de presse avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta qu'il reçoit en visite officielle pour 2 jours à Abidjan. Voici les images. Nous avons parlé des questions sécuritaires. Et nous avons un contingent et nous avons saisi bien sûr les Nations Unies et également le président du Mali pour que la Côte d'Ivoire puisse croître sa contribution à la MINUSMA. Avant cette annonce du président ivoirien, ils étaient quelques 150 soldats ivoiriens déployés en tant que casque bleu à Tombouctou depuis 1 an dans le cadre de la MINUSMA. Cette annonce intervient 2 semaines après celle du ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano à l'ONU de l'envoi prochain de 450 casques bleus ivoiriens en Centrafrique. Cette visite de 2 jours à Abidjan était également une occasion pour le président malien d'aborder des questions liées à la présidentielle du 29 juillet prochain dans son pays. Il a assuré que des dispositions ont déjà été prises pour que ce scrutin se déroule dans de meilleures conditions. Que les élections de juillet 2018 viennent dans les meilleures conditions. Ce qui nous concerne, le gouvernement du Mali, nous avons mission, vocation à faire en sorte qu'elles soient les plus transparentes possibles. Et nous sommes attelés à cela. Nous avons commencé de le faire. Notre fichier a été audité. Le fichier a été audité et il semble que les experts commis par l'OIF les réputés fiables. Le chef de l'État malien, 73 ans, élu en 2013 pour 5 ans, a été investi dimanche dernier candidat à la présidentielle par une coalition de près de 70 partis au cours d'une réunion à Bamako. Il n'a cependant pas encore officiellement annoncé sa candidature. En Tunisie, les premières élections municipales démocratiques organisées dimanche dernier ont livré leur verdict. Ces scrutins ont abouti à un renouvellement partiel de la classe politique et à une percée relative du parti islamiste Ennahda devant Nida Tounes, le parti au pouvoir. Des experts politiques, dont Michael Ayari de l'ONG internationale Crisis Group, ont analysé les résultats. On écoute. On peut dire que c'est un vote sanction contre les partis politiques, c'est-à-dire d'une part avec une abstention contestataire en grande partie, d'autre part avec un vote quand même assez important, c'est-à-dire plus d'un tiers, à peu près près d'un tiers de l'électorat, pour des listes indépendantes. C'est une défaite relative de Nida Tounes et donc une victoire relative et une percée donc relative de Narva, des islamistes. La manière dont ont été faites les listes, en fonction aussi des quotas de diversité, beaucoup de jeunes ont pu se présenter. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont été élus, mais on peut pas parler véritablement de renouvellement, notamment par rapport aux têtes de liste, et surtout notamment au fait qu'il y a beaucoup d'anciens maires, il y a beaucoup d'anciens responsables locaux, mais parfois même régionaux de l'ancien parti au pouvoir avant la révolution donc, de Ben Ali, qui se sont présentés sous différentes étiquettes. Mais je dirais que c'est plus l'accès pour la première fois véritablement de manière démocratique, c'est-à-dire par les urnes et par le suffrage universel direct, à plus de 7000 personnes et 7000 citoyens tunisiens qui seront à des postes de responsabilité dans des conseils municipaux. Il y avait des élections municipales avant, mais avec un parti hégémonique, avec un quota à partir du milieu des années 90 réservé à l'opposition. Il n'y a pas de solution optimale. C'est-à-dire, si Narva et Nider renforcent leur consensus, ils vont créer beaucoup de déceptions.
notamment dans toutes les communes un peu déshéritées, qui attendent encore quelque chose, certaines choses de la décentralisation, qui attendent du sang neuf à la tête des mairies. Et s'ils ne le font pas, ils augurent une période de tension politique, c'est-à-dire qu'ils vont monter crescendo jusqu'à 2019. Au Togo, l'opposition réclame des explications au gouvernement dans l'affaire judiciaire en cours en France contre Vincent Bolloré sur les conditions de l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Le groupe parlementaire de l'Alliance nationale pour le changement a invité le gouvernement à fournir au Parlement la copie des contrats de cession ou de concession conclus par l'État avec certaines entreprises, dont le groupe Bolloré. Reportage. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement, Maître Isabelle Amégonvi, présidente du groupe parlementaire de l'Alliance nationale pour le changement, principal parti de l'opposition togolaise, a invité le Premier ministre togolais à fournir au Parlement la copie des contrats de cession ou de concession conclus par l'État avec certaines entreprises, dont le groupe Bolloré. L'opposition qui soupçonne Vincent Bolloré d'avoir financé illégalement en 2010 une partie de la campagne électorale du président Faure Gnassingbé à hauteur de 800 000 € et obtenu en contrepartie la concession du port autonome de Lomé, demande la copie des contrats pour en vérifier la régularité. Elle a adressé une série de 10 questions au gouvernement, l'invitant à fournir des réponses au Parlement, notamment pour savoir à quelle date la liste des participants à cet appel d'offres a été rendue publique. Maître Isabelle Amégonvi a également demandé les montants annuels des redevances versées par le groupe Bolloré au Trésor public togolais depuis 2010 au titre des contrats le liant à l'État togolais. Ces demandes entrent dans le cadre de l'affaire judiciaire en cours en France contre Vincent Bolloré, mis en examen pour corruption dans une enquête sur les conditions de l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Au Kenya, les équipes de secours continuent ce vendredi de chercher d'éventuels survivants à la catastrophe causée par la rupture d'un barrage dans la soirée de mercredi dernier. Le bilan, qui faisait état de 41 morts, est désormais passé à plus de 44 morts. Le bilan des victimes de la rupture de barrage s'est alourdi. On dénombre au moins 44 décès contre 41 quelques heures plus tôt. 40 personnes sont toujours portées disparues. Des dizaines de personnes rescapées ont été admises dans des centres de soins. Le plus important pour nous maintenant, c'est d'avoir des équipes de recherche sur le terrain. Nous avons les capacités, nous avons tout ce qu'il faut pour effectuer les recherches. Nous sommes arrivés juste après. La zone de recherche s'étend loin du barrage, en aval. Comme ça a été fait rapidement, les équipes de recherche menées par les forces de défense kenyanes effectuent les recherches avec l'aide de plusieurs intervenants. Je ne peux pas vous donner le nombre exact de disparus pour le moment, parce que la situation ne le permet pas et que je vous donnerai des informations incorrectes. Nous devons continuer les recherches et aider ces familles. Le procureur en chef du Kenya a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête policière afin de déterminer les causes réelles et les responsabilités dans la tragédie. Le drame est survenu mercredi soir. Le barrage situé sur la commune de Solaï, près de Nakuru, à environ 160 km au nord de Nairobi, avait cédé et ses eaux boueuses balayaient les modestes habitations avoisinantes. Près de 180 personnes sont mortes au Kenya en raison des inondations depuis le début de la longue saison des pluies en mars. Restons au Kenya où en mai 2016, le gouvernement a annoncé la fermeture du camp de Dadaab qui comptait alors près de 350 réfugiés, principalement des Somaliens. 2 ans plus tard, le camp n'est toujours pas fermé, mais une certaine incertitude règne désormais sur son avenir. Reportage. Fartoun vit avec ses 11 enfants ici à Dadaab, après avoir fui la sécheresse et la guerre civile en Somalie en 2010. Depuis, elle vit sous la menace de la fermeture du camp annoncée par le gouvernement kényan en 2016. J'avais entendu que si par malheur nous n'arrivions pas à quitter le camp, nous serions tabassés et forcés à partir. Dans le cadre du programme de rapatriement volontaire lancé en 2014, 75 000 Somaliens reçoivent une aide financière pour retourner dans leur pays. Fartoun en fait partie, mais après avoir passé la frontière, son convoi est attaqué. Sur le chemin, des Dolans nous ont capturés et gardés en otage pendant 2 jours. C'est là qu'ils nous ont violés et torturés. Après avoir frôlé la mort, Fartoun décide de revenir au camp, mais le retour est difficile.
Prétextant la préparation d'attentats par les islamistes somaliens Shebab depuis le camp, le gouvernement kényan a annoncé sa fermeture en mai 2016 à l'approche d'échéances électorales. Depuis, il n'accorde plus automatiquement le statut de réfugié et les ONG se plaignent de coupes financières drastiques. La première chose que les donateurs nous disent, c'est pourquoi lancer des programmes à long terme. Ils se demandent pourquoi faire des programmes sur le long terme si le camp va bientôt fermer. Le programme alimentaire mondial a réduit de 30% les rations alimentaires pour les réfugiés du camp. L'avenir ici reste donc incertain, mais pour Fartoun, hors de question de retourner en Somalie. Une loi en cours d'élaboration en Mauritanie rend l'apostasie et le blasphème passibles de la peine de mort. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, organe de l'Union africaine, a appelé la Mauritanie à revoir ses textes. C'était à l'issue d'une réunion à Nouakchott. Les images. En novembre 2017, le gouvernement de Mauritanie avait adopté un projet de loi durcissant la législation contre les auteurs d'apostasie et de blasphème. Sans tenir compte d'un éventuel repentir, le régime décide qu'il soit désormais passible de la peine de mort. Le texte n'est pas encore promulgué par le chef de l'État mauritanien. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a saisi l'occasion de sa session en Mauritanie pour exhorter les plus hautes autorités à revoir cette législation sur l'apostasie et le blasphème. Une telle révision doit se faire en se conformant aux orientations et aux travaux du groupe de travail de la Commission africaine sur la peine de mort et des exécutions extrajudiciaires et sommaires en Afrique. Il faut dire que l'organe de l'Union africaine, dont les décisions ne sont pas impératives, prône l'abolition de la peine de mort. Le durcissement de la législation sur l'apostasie avait été adopté par Nouakchott dans la foulée des réactions populaires hostiles à l'allègement de la peine du blogueur mauritanien Mohamed Ould Nketir, qui a vu sa peine de mort réduite à 2 ans de prison, qu'il a purgée, mais qui reste en détention administrative. L'annonce de la réduction de sa peine en appel a provoqué des manifestations de protestation. Le gouvernement a alors adopté dans la foulée le projet de loi durcissant la législation contre les auteurs d'apostasie et de blasphème. La peine capitale n'a plus été appliquée en Mauritanie depuis 1987. Hors du continent africain, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il va rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin prochain à Singapour. Il sera question de poursuivre un avenir de paix et de sécurité pour le monde entier, a laissé entendre le dirigeant américain lors d'un meeting dans l'Indiana. On l'écoute. And on June 12th, in Singapore, I'll be meeting with Kim Jong-un to pursue a future of peace. Le 12 juin, à Singapour, je rencontrerai Kim pour poursuivre un atelier de paix et de sécurité pour le monde entier. J'espère que quelque chose de très bien va se produire et ils comprennent que c'est très important pour eux et pour tout le monde. Donc le Japon, la Corée du Sud, la Chine, tout le monde. Je pense que ce sera un très grand succès. Je pense que Kim Jong-un s'est rendu un grand service à lui et à son pays en faisant cela. Mais ces otages sont sortis avec respect. Nous n'avons pas payé pour eux. On prépare les bases. Nous allons faire une bonne affaire pour le monde, pour la Corée du Nord, pour la Corée du Sud, pour le Japon, pour la Chine. We're going to make a great deal for the world, for North Korea, for South Korea, for Japan, for China. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.